À l'ère du changement, Radio Espace ose dénoncer la malgouvernance à travers les grandes gueules. Piloté par Lamine Guérassi, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo et Ahmed Kamara. Tous les jours de 9h à 10h. Radio Espace. Radio Espace. Sur cette antenne également, on va s'intéresser rapidement à ce tout dernier sujet parce que vous le savez bien, c'est ce qui domine d'ailleurs. On parle du dialogue politique dans ce pays. L'opposition a claqué la porte hier au Palais du Peuple. La modification du schéma de facilitation serait la pomme de discorde entre les partis engagés dans le cadre de concertation. À quoi peut-on nous attendre? Voilà la question qu'on se pose dans les grandes gueules. Et déjà, sur votre petit écran, fidèles téléspectateurs de Gangan TV, vous voyez, on a monsieur Aboubacar Silla avec nous. Bonjour, monsieur Silla. Bonjour. Bienvenue dans cette émission et dans nos studios. Merci. C'est pas la première fois d'ailleurs. Alors, monsieur Silla, on le sait très bien, hier, vous avez claqué la porte lors de la rencontre qui se tenait au Palais du Peuple. Alors, dites-nous d'abord, pourquoi est-ce que vous avez claqué la porte? Bon, disons que nous avons suspendu notre participation à ce début de dialogue, puisqu'on n'est pas encore entré jusqu'à présent dans le vif du sujet. On est en train jusqu'à présent de chercher à planter le décor. 2 semaines après les instructions du président de la République à son Premier ministre pour la mise en place de ce cadre permanent de concertation. Hier, nous avons été dans la salle parce que nous avons répondu positivement à l'invitation du ministre de l'Administration du Territoire qui a demandé de venir participer à cette séance du cadre de dialogue. Nous sommes rentrés dans la salle et à notre grand étonnement, nous avons trouvé que toute la classe politique était là. D'abord, nous avons noté tout de suite qu'il y avait un recul par rapport aux accords auxquels nous étions déjà parvenus avec le gouvernement dans le cadre de la mise en place de ce cadre de dialogue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cet accord? Premièrement, nous avons décidé de mettre en place un cadre de dialogue plus restreint. D'accord. Et nous étions parvenus, à force de discussion avec le gouvernement, de faire en sorte que le cadre de concertation soit composé de 10 représentants du gouvernement qui pouvaient s'associer pour la circonstance à sa mouvance, c'est-à-dire au parti au pouvoir, et de l'autre côté, une délégation composée aussi de 10 membres de l'opposition, avec au milieu un comité de 3 facilitateurs. Ça, ce sont des accords qui ont été confirmés même par courrier, que nous avons échangé avec le gouvernement. Nous allons dans la salle, nous trouvons premièrement que cet accord est violé. Parce qu'on est revenu au cadre de concertation initiale, au fameux forum des partis politiques de décembre 2011 à février 2012 au Palais du Peuple. Deuxièmement, on nous présente un comité de 4 facilitateurs, alors que nous étions entendus sur 3. Le gouvernement à lui seul a proposé 2 facilitateurs au lieu d'un. Et troisièmement, on nous présente le général Lamine Cissé comme étant le facilitateur international, alors que nous savons que le général Lamine Cissé est en Guinée depuis au moins 3 ans, dans un tout autre cadre qui concerne la réforme des forces de défense et de sécurité. Et nous savons qu'il n'y a pas eu un courrier officiel échangé avec la CEDEAO ou avec les Nations Unies pour que le gouvernement, par requête, demande à une de ces institutions de lui proposer un facilitateur. Et nous savons qu'il n'y a pas eu un courrier officiel désignant le général Lamine Cissé comme étant facilitateur de la communauté internationale. Donc nous nous sommes dit, en tout cas au stade actuel de nos informations, que le général Lamine Cissé a été coopté par les autorités guinéennes, juste très rapidement, pour participer à ce comité de facilitation. 4e chose, nous étions convenus que la CENI devait continuer à geler ses activités, car il n'y aurait eu aucun sens d'aller à un dialogue dont l'objet principal est justement l'activité de la CENI relative précisément à la révision du fichier électoral, alors que cette activité se poursuivait. Le gouvernement avait donné son accord, avait demandé à la CENI de geler ses activités jusqu'à la fin du dialogue, ce à quoi la CENI a répondu par un communiqué dans lequel elle indiquait qu'elle gelait le dialogue pour 1 semaine. Il se trouve que cette période de gel a expiré le 21 mars dernier. Nous avons donc demandé au gouvernement, qu'il avait accepté, qu'il y ait une prorogation du gel des activités de la CENI. Ce qui n'a pas non plus été fait. Et au jour d'aujourd'hui, la révision a repris dans la plupart des circonscriptions électorales de la Guinée. 5e chose, nous avons des détenus, donc plus de 100 détenus, qui ont été arrêtés consécutivement à notre manifestation du 27 février dernier. Ça fait plus d'1 mois qu'ils croupissent dans les prisons guinéennes sans jugement et dans des conditions de détention inhumaines et dégradantes. Nous avons donc demandé à ceux qui soient libérés, tout ceci pour contribuer à créer un contexte apaisé pour que ce dialogue se déroule dans les meilleures conditions Moussa possibles. Moïse. Donc tous ces accords ont été systématiquement violés par le pouvoir et on est revenu en quelque sorte à la case départ. C'est pour ça que nous avons quitté la salle en demandant au gouvernement de remettre en place le cadre de dialogue que nous avions souhaité et de tenir compte de tous les accords auxquels nous étions déjà parvenus avec lui. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est l'absence, le retrait du Premier ministre.
le remplacer par le ministre de Alassane Condé. l'administration du territoire qui souhaiterait diriger lui-même ce cadre de concertation. Et également, dites-nous, est-ce qu'un courrier vous a été adressé dans le cadre du choix du général Lamine Sissi? Absolument aucun. Aucun courrier. Nous avons auparavant. Disons que, pour répondre d'abord à votre première question, c'est qu'effectivement, nous avons l'impression qu'il y a une vraie cacophonie au sein du gouvernement et de sa mouvance. Nous avons d'un côté certaines personnes qui œuvrent pour qu'un dialogue serein, sérieux, franc s'établisse avec l'opposition, pour qu'on sorte de cette impasse politique. Et puis de l'autre côté, on a des va-t-en-guerre, des vrais faucons, qui veulent coûte que coûte en découdre avec l'opposition et qui sont prêts à faire un passage à force, quel que soit le prix que cela pourrait occasionner pour notre pays en matière de préservation de la paix civile et de la cohésion sociale. Quelle est la position du Premier ministre dans cette affaire? Justement, M. Silla, le président avait confié au Premier ministre la conduite de ce dialogue-là. Est-ce que vous pensez qu'il a été écarté de ce dialogue? Est-ce que vous pensez que M. Alassane Condé a repris les rênes? Vous avez parlé tantôt de la cacophonie qui existait au sein des autorités en ce qui concerne le problème de la nomination des DAF. Eh bien, dans le domaine politique, c'est exactement la même cacophonie. Nous entendons deux sons de cloche. Comme je le disais tantôt, certains veulent qu'on avance, d'autres ne veulent pas du tout. Ils se plaisent dans cette situation conflictuelle et ils veulent coûte que coûte que ce dialogue ne démarre pas. Oui, c'est ainsi que le Premier ministre, qui est un homme de bonne foi, d'après l'impression que nous avons eue, d'après les échanges que nous avons eus personnellement avec lui, il est disposé à ce que ce dialogue s'établisse dans les meilleures conditions possibles et il a été mandaté par le président de la République pour mettre en place ce cadre de concertation. De l'autre côté, nous entendons le ministre de l'administration du territoire qui tire exactement dans le sens contraire et qui affirme dans les médias d'État que c'est lui qui est responsable du dialogue. Et finalement, entre les deux, qui gère, qui conduit le dialogue? Mais je vous assure, nous en sommes à nous poser cette question. Parce que, par exemple, lorsque nous avons été au Palais du Peuple pour parler de la facilitation, lorsque le gouvernement s'est accroché mordicus à une facilitation strictement nationale, pour faire bouger un peu les lignes, nous avons proposé une facilitation mixte, parce que nous voulions exclusivement d'une facilitation internationale. Donc finalement, le ministre de son territoire a dit qu'il n'en était pas question, et le gouvernement ne bougeait pas sur cette question. Le lendemain, j'ai été appelé directement par monsieur le Premier ministre à son bureau. Je m'y suis rendu, et il m'a dit qu'après concertation avec le président de la République, que le gouvernement était d'accord de mettre en place la facilitation mixte. Et dans nos débats, il est apparu, plus utile d'ailleurs, d'aller même à 3 facilitateurs. Est-ce que vous avez l'impression que le Premier ministre est en train d'être isolé? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression un peu que les faucons sont en train de gagner dans ce combat. De l'emporter. Et de l'emporter, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement revenus à la case départ. On est revenu à la date du 4 mars, la date à laquelle le président de la République nous a reçus et nous a informé de son intention de mettre en place ce cadre permanent de concertation. Monsieur Silla, apparemment, tous les accords que vous avez obtenus, vous aviez en première ligne le Premier ministre. Après ce qui s'est passé hier, est-ce que vous avez tenté d'avoir langue avec monsieur Saïd Fofana? Bien sûr, bien sûr. Dès après cette séance, j'ai eu un échange téléphonique personnellement avec lui. Bon, il promet toujours de remettre les choses en place. Et il s'engage toujours à ce que le gouvernement respecte les accords que nous avons eus ensemble, après parfois des discussions très difficiles. Bon, mais on en est là encore. Il se trouve qu'au niveau du ministère de l'administration du territoire, on a un langage guerrier. Quand vous entendez le Premier ministre s'exprimer à l'adresse de l'opposition, vous avez l'impression que c'est des ennemis irréductibles qui sont face à lui. Alors, selon vous, quel était son moral quand vous l'avez appelé le Premier ministre pour lui faire le compte-rendu de la rencontre? Je dois vous dire qu'on n'a pas eu un échange très long. Je l'ai appelé, il m'a rappelé après. Il m'a dit qu'il était dans une maison mortuaire hier. Et il avait effectivement un décès. Donc, il a promis qu'on allait se recontacter après. Et il m'a rappelé simplement pour me dire qu'il était dans une situation où il ne pouvait pas discuter longuement de ces questions. Mais il a promis d'œuvrer à ce que ce cadre vraiment se remette de nouveau en place. Il faut dire que la communauté internationale aussi s'implique beaucoup. Et tout le monde aujourd'hui est dans l'expectative. Quand on croit qu'on a avancé, quand on croit qu'on est arrivé à un certain point qui va nous permettre enfin d'ouvrir ce dialogue. Parce que, encore une fois, le dialogue n'est pas encore ouvert. Alors la question qui taraude les esprits aujourd'hui, c'est la crainte de voir cette opposition se retirer du cadre de concertation qui a du mal à démarrer. Est-ce qu'on va voir se matérialiser dans les jours à venir cette crainte? C'est évident, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Nous avons suspendu toutes nos manifestations parce qu'il nous a semblé qu'il y avait une ouverture vers une concertation avec l'opposition. Cette ouverture a eu lieu lorsque le président de la République a convié la classe politique que nous étions de l'opposition à le rencontrer au palais de Sékou Touré le 4 mars dernier. Nous avons tous pensé que c'était
une nouvelle ère de dialogue, de concertation qui allait s'ouvrir. Mais nous nous rendons compte que le président de la République lui-même, il refuse de faire l'arbitrage nécessaire. Lorsque dans votre mouvance, vous avez des tiraillements, vous avez des forces contraires, mais normalement, c'est le président de la République qui est la clé de voûte des institutions, qui est le chef de l'exécutif, normalement, qui doit trancher. Mais le silence assourdissant du président de la République nous amène à nous poser des questions. Est-ce que c'est lui qui est en train de tirer les ficelles ou est-ce qu'il est tout simplement débordé complètement par cette force centrifuge au sein de... Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait un peu trop tôt pour le président de se mêler, puisqu'il a déjà confié quand même la tâche à son Premier ministre et son gouvernement quelque part? Oui. Et lorsqu'il se rend compte que 2 semaines après, les choses n'avancent pas, et surtout lorsqu'il se rend compte qu'il y a une cacophonie au sein de la mouvance présidentielle, je crois qu'il est de son droit, je dirais même de son devoir, d'intervenir pour faire cesser ces différents sons de cloche, ces querelles de clocher qui ne nous amènent nulle part. Nous avons besoin d'avoir en face de nous un interlocuteur crédible, un interlocuteur qui prend des engagements et qui les tient. Nous n'avons aucun intérêt à avoir une mouvance présidentielle écartelée, divisée, éparpillée en autant de courants avec lesquels on ne peut plus discuter dans ces conditions. Alors, vous avez suspendu votre participation au cadre de concertation qui n'a pas démarré, comme vous l'avez précisé. Est-ce qu'on va assister à une reprise des manifestations si les conditions que vous avez posées n'étaient pas remplies? Malheureusement, nous avons suspendu nos manifestations parce qu'il y avait une ouverture de dialogue et nous cherchons, nous, le dialogue depuis 2 ans. Nous ne cherchons que le dialogue. Nous ne cherchons pas à engager une preuve de force. Encore une fois, je crois que je l'ai dit dans votre studio ici, la vocation d'un parti politique, ce n'est pas de battre de pavés. Ce n'est pas de passer son temps dans les studios des radios pour s'expliquer. La vocation d'un parti politique, c'est de mobiliser ses militants, ses sympathisants, c'est mobiliser des électeurs, aller à des élections, avoir une position dominante au niveau de l'Assemblée nationale et initier des projets de loi et initier des enquêtes parlementaires pour contrôler l'action gouvernementale. C'est ça la vocation d'un parti politique. C'est contraint et forcé. Parce qu'il n'y avait aucune possibilité de dialogue avec ce gouvernement, que nous avons décidé de recourir à des garanties que nous offre la Constitution et nos lois pour faire des manifestations sur les voies et sur les places publiques. Aujourd'hui, nous arrivons presque à un blocage identique à celui que nous avons connu dans le passé et qui a justifié le fait qu'on descende dans les rues. Je crois qu'il n'y a aucune raison, si ce blocage continue dans les jours à venir, à ce qu'on définisse un nouveau agenda de manifestation, parce que nous n'allons pas nous asseoir, croiser les bras et laisser le processus électoral pris en otage par ce gouvernement. Nous n'accepterons pas qu'une mascarade électorale s'organise et envoie à l'Assemblée nationale des députés nommés par le pouvoir au lieu de parlementaires élus par le peuple de Guinée. Nous parlons du dialogue politique en Guinée. Vous le savez bien, hier, l'opposition a claqué la porte au Palais du Peuple. Nous avons dans ce studio M. Aboubakar Silla. Il est le porte-parole du collectif de l'ADP, du CDR et du FDP, Moussa Moïse. Monsieur Silla, ce qu'on vous reproche un tout petit peu, c'est de vous attarder sur la forme au lieu du fond. Est-ce que le choix en l'espèce que nous connaissons maintenant, est-ce que ce choix est fonction déjà d'un dialogue qui ne va pas aboutir? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas plancher sur les questions qui sont vraiment intéressantes, les questions qui fâchent? Pour se plancher sur les questions de fond, il faut qu'il y ait un cadre de discussion. Le cadre de discussion qu'on nous propose, c'est un forum, c'est une conférence nationale souveraine, comme si on venait pour discuter de la constitution de la République de Guinée ou du régime présidentiel que la Guinée va se choisir. Non. On vient traiter des questions précises qui concernent le processus électoral et qui opposent la mouvance présidentielle et l'opposition que nous sommes. On n'a pas besoin de battre le rappel de tous les partis politiques, y compris ceux qui n'ont rien à demander, ceux qui n'ont jamais rien revendiqué, y compris ceux de la mouvance présidentielle qui sont toujours d'accord avec le gouvernement. On a vu dans le passé. Donc on a dit qu'il faut, pour qu'il y ait un minimum de chances de succès, qu'il y ait au moins un cadre idéal. Le cadre idéal, c'est mettre face à face ceux qui ont des revendications et ceux qui ont la solution à ces revendications. D'accord. Donc, si le cadre n'est pas approprié, il n'est pas possible d'arriver à discuter des questions de fond de manière à retrouver des solutions applicables. Alors, il y a des nouvelles expressions de co-facilitateurs. Il y en a 2, je pense. Goressi Condé est également là. Vous, la proposition, le choix que vous avez fait concernant M. Salif Silla, il est membre du collège de facilitation. Au fait, on ne comprend pas beaucoup de choses. Est-ce que vous voudrez que le gouvernement écrive un courrier officiel aux Nations Unies, par exemple, pour vous désigner le médiateur ou le facilitateur international qui sera dans le collège, ou bien vous voudriez que ce soit véritablement quelqu'un qui vient d'ici, parce que le général, quand même, il travaille au compte des Nations Unies? Non. Nous avons tenu à la facilitation internationale pour une raison claire. Ce n'est pas pour la personne du facilitateur. C'est pour impliquer la communauté internationale dans le dialogue.
et l'amener de cette façon a servi de caution et de garantie à l'application des résolutions et des conclusions de ce dialogue. Donc nous n'avons pas un problème de personne, nous avons un problème de procédure. Nous avons demandé au gouvernement qui l'a accepté, que le gouvernement adresse une requête, soit à la CEDEAO, soit aux Nations Unies, pour lui demander un facilitateur. Mais le gouvernement n'a pas fait cette requête et nous avons attendu de recevoir la réponse hypothétique à une requête qui n'est jamais partie de la communauté internationale désignant un facilitateur. Mais on a coopté sur place ici un monsieur qu'on avait sous la main. On a annoncé par téléphone à certaines personnes du système des Nations Unies que tous les Guinéens sont d'accord sur le choix du général Lamine Cissé. Et puis c'est parti, on l'a désigné. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Il y avait 3 sujets au départ. Nous sommes à ce tout dernier sujet. Je vous le rappelle, on parle du dialogue politique en Guinée où l'opposition a claqué la porte hier. C'était au Palais du Peuple. La modification du schéma de facilitation serait la pomme de discorde entre les partis engagés dans le cadre de concertation. Dans ce studio, nous avons Monsieur Aboubacar Silla. Il est le porte-parole du collectif de l'ADP, du CDR et du FDP. D'un moment à l'autre, on va tenter également d'entrer en contact avec Monsieur Alassane Condé, qui est le ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Oui, monsieur le ministre de l'administration. C'est d'ailleurs autour de lui que toutes les questions se tournent, monsieur Aboubacar Diallo. Justement, monsieur le porte-parole, puisque nous parlons du ministre Alassane Condé, est-ce que vous pensez que Alassane Condé est aujourd'hui celui qui joue à l'empêcheur de tourner en rond dans ce dialogue? Je crois que cette question, vous avez vous-même sa réponse. Vous suivez les sorties du ministre de l'administration du territoire dans les médias publics et même parfois dans les médias privés. C'est le ministre Vatanguer, c'est le ministre qui jette toujours de l'huile sur le feu, c'est le ministre du mépris et de l'arrogance vis-à-vis de l'opposition. Nous lui avons fait d'ailleurs en salle de réunion cette observation en lui disant qu'il ne servait à rien de faire preuve de tant de mépris et de tant d'arrogance vis-à-vis de l'opposition. Nous ne sommes que des adversaires politiques du moment, nous ne sommes pas du tout des ennemis jurés. Et je croyais que cette observation était tombée dans des oreilles attentives, d'autant que quelques minutes après, il faut dire que le ministre de la Justice, Maître Christian Sow, était intervenu pour présenter les excuses du gouvernement à l'opposition pour tous ces comportements qui semblaient arrogants et méprisants vis-à-vis d'elle. Nous croyons que c'était une véritable révolution et que cela aurait certainement amené le ministre à infléchir son discours. Mais on se rend compte malheureusement que les habitudes derrière la vie dure, que monsieur le ministre ne peut pas revêtir son manteau de ministre de la République et il est toujours dans une attitude partisane. Monsieur Bantanko, on a déjà le ministre de l'administration du territoire. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Nous parlons donc de la rencontre d'hier où l'opposition a claqué la porte. Dites-nous effectivement, que s'est-il passé au Palais du Peuple hier? Bon, je pense que M. Boubacar Silla est mieux placé pour dire ce qui s'est passé. Nous avons estimé qu'il y avait une rencontre, c'était même une plénière, parce que la plénière, c'est tous les partis politiques qui viennent. Et après la plénière, normalement, les facilitateurs auraient dû rencontrer les partis d'une façon, les blocs de partis, notamment l'ADP et le collectif, et après la mouvance, ainsi de suite. Mais à notre grande surprise, on a fait un chapelet de revendications encore, on met en cause les 2 facilitateurs guinéens, il semblerait qu'il fallait un seul, c'est-à-dire la parité, là aussi. Moi, je sais que les facilitateurs ne sont pas là pour un combat de coq. Ce sont des gens comme on l'indique, c'est de rapprocher les points de vue. Quel que soit le facilitateur, un facilitateur ne vient pas pour défendre les points de vue d'un côté. Au contraire, ils doivent tout faire pour que les 2 points de vue se rapprochent. Mais j'étais très surpris hier d'entendre l'opposition dire que comme il y a 2 facilitateurs, le facilitateur international, ils n'ont pas reçu de lettre, quoi, c'est pas moi, de justificatif. Oui, mais ce qui pose problème, monsieur le ministre, c'est que vous venez de le dire vous-même, vous avez proposé une liste de 2 facilitateurs du gouvernement contre un facilitateur de l'opposition, et alors que le schéma qui avait été adopté, accepté par le Premier ministre, présentait un collège de 3 facilitateurs. Alors avec vous, on se retrouve avec
avec 4 facilitateurs. Vous ne pensez pas que ça fait désordre un tout petit peu? Non. Écoutez, le facilitateur international, c'est l'opposition qui l'a réclamé. Donc, le facilitateur international est au compte de l'opposition. Sauf que c'est pas l'opposition qui le choisit quand même. Hein. Non, on n'en a pas demandé. Monsieur le ministre, sauf que c'est... Il y a le facilitateur, monsieur le docteur Silla, qui l'ont proposé. Moi, j'étais très heureux qu'ils aient eu quand même l'amabilité de nous proposer un Guinéen. Donc, si vous calculez très bien, les 2 facilitateurs, c'est bien la requête de l'opposition. Sauf que vous n'avez pas adressé un courrier officiel aux Nations Unies ou à la CEDEAO pour que le fasse. Oui. Les Nations Unies, c'est pas en 24 heures. Les Nations Unies ont donné leur accord et je peux vous assurer que le courrier des Nations Unies, un accord oral, soit aujourd'hui ou demain. C'est sûr et certain. On ne peut pas prendre un facilitateur des Nations Unies comme ça dans la rue. Alors qu'est-ce qui a motivé le choix alors du général Lamine Cissé? C'est pas moi qui ai fait le choix, c'est les Nations Unies qui nous l'ont proposé. Oralement ou par écrit? Écoutez, c'est pas à moi de négocier. Je vous dis, c'est le gouvernement qui a demandé aux Nations Unies, sur requête d'ailleurs de l'opposition, parce qu'il n'était pas question pour nous d'avoir un facilitateur international. Alors, monsieur le ministre, il y a une ambiguïté dans la direction du cadre de concertation. Certes, vous avez affirmé sur les médias d'État que c'était vous qui dirigez le cadre de concertation, alors qu'au départ, on avait pensé que c'était le Premier ministre qui conduisait ce cadre de concertation. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, c'est lui le président du cadre de concertation. Il y a le cadre de dialogue politique et le cadre de dialogue social. Le cadre du dialogue politique est dirigé par le ministre de l'administration du territoire. Mais les 2 cadres forment le cadre de concertation nationale. Ça, c'est sous la présidence du Premier ministre. Et quel que soit le cadre, ce n'est pas isolé. Le Premier ministre reste le chef du gouvernement. C'est lui qui nous envoie en mission. Alors donc monsieur le ministre de l'administration, vous pensez qu'il n'y a aucun problème, que l'opposition n'aurait pas dû claquer? Comment il peut y avoir des problèmes? Non, mais parce que... Avant d'aller dans la salle, d'abord, on passe voir le Premier ministre. C'est avec lui que nous prenons les instructions avant d'y aller. Parce qu'on a eu l'impression que c'est vous qui aurez essayé de prendre la place du Premier ministre dans ce cas de concertation. Je ne peux pas l'essayer. Je suis ministre de l'administration du territoire. C'est déjà une tâche assez dure. Oui. Alors, je n'ai pas la prétention d'aller ailleurs. Alors, on m'a donné une mission et je vais accomplir cette mission. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, vos manières de faire, vos discours ne plaisent pas du côté de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que au nom de la paix et de la sortie de la crise politique, il serait important que vous cédiez la place à quelqu'un d'autre au sein du gouvernement pour conduire ces concertations? Écoutez, à cause de l'opposition, on ne va pas quand même faire un remaniement ministériel. Mais un remaniement au niveau de la conduite du cadre de concertation. Ah bon, nous avons déjà fait suffisamment de concessions, ça ne suffit pas. Écoutez, je pense que quand on veut dialoguer avec quelqu'un, il faut aussi lâcher. Qu'est-ce que l'opposition a lâché depuis que nous avons commencé? Absolument rien. Tout ce qu'il demande, le gouvernement accepte. Tout ce qu'il demande, le gouvernement accepte. Il faut qu'il soit de bonne foi. Dire que le langage d'un ministre ne vous plaît pas, donc il faut prendre un autre ministre, mais on ne s'en sortira pas. Monsieur le ministre, nous sommes avec monsieur Aboubacar Silla également dans ce studio. Forcément, il peut avoir 1 ou 2 mots à vous demander. Il n'y a pas de problème. Monsieur Silla, allez-y. Bon, vous avez posé tout à l'heure, monsieur le journaliste, les bonnes questions. Vous avez demandé si le gouvernement a saisi officiellement les Nations Unies ou tout ça a été une question informelle ou des questions résolues de façon orale et verbale. Oui, bon. Monsieur Silla, on va vous aider. Monsieur Condé demandait tout de suite qu'est-ce que l'opposition a cédé, parce que tout simplement, ça pas. Qu'est-ce que l'opposition a cédé? Je lui retournerai la même question. Qu'est-ce que le gouvernement a cédé? Nous avions une dizaine de revendications. Le gouvernement n'a absolument rien cédé sur ces revendications. Nous avons volontairement ramené nos revendications à 2. C'est-à-dire le problème de l'opérateur technique Waymark et le problème du vote des Guinéens de l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a strictement rien cédé, même lorsqu'il y a eu des audits qui remettaient en cause la fiabilité et la sécurité du système Waymark. Même si des experts en droit sont passés dans les médias pour démontrer que le code électoral guinéen actuel prévoit le vote des Guinéens de l'étranger. Par contre, le gouvernement met tous les jours des obstacles à l'ouverture des dialogues. Et c'est autour de ces obstacles que nous discutons. Et c'est contraint et forcé, lorsqu'il se rend compte qu'il faut revenir à la loi, que le gouvernement cède
sur la levée de ces obstacles. Alors vous pensez à Mais sur l'instant, les questions de fond, il n'y a eu aucune concession du gouvernement jusqu'à Alors vous pensez à l'instant qu'il y avait une cacophonie. Alors on a écouté le ministre de l'administration qui nous dit qu'il n'y a pas de cacophonie et que le Premier ministre reste quand même le patron. La première cacophonie, le Premier ministre a accepté qu'il y ait un comité de 3 facilitateurs. Lorsque j'ai rencontré le Premier ministre, que nous avons discuté et que nous nous sommes mis d'accord sur ces paramètres, j'ai fait un courrier de confirmation de notre entretien que j'ai adressé au Premier ministre, qu'il a bel et bien reçu, avec une copie adressée au ministre de l'Administration du territoire. Monsieur le ministre, est-ce que vous... Peut-être pour aller vite, l'autre question, monsieur Condé. Non, je n'ai pas fini mon idée. Je disais que, avec le Premier ministre, nous étions d'accord qu'il y a un comité de 3 facilitateurs. Nous avons reçu avant-hier une lettre du ministre de l'Administration. Je crois le samedi, une lettre du ministre de l'Administration du territoire disant le contraire, prévoyant, lui, un comité de 4 facilitateurs, dont 2 désignés par le gouvernement. Ça, c'est la première cacophonie. Deuxièmement, nous sommes mis d'accord avec le Premier ministre sur un cadre de concertation restreint, composé du gouvernement et de l'opposition, avec au milieu des facilitateurs. Nous avons vu hier un cadre de concertation totalement élargi. De plénière, de plénière. Voilà. D'après monsieur le ministre de l'Administration. Ça revient exactement au même pour nous. Pour nous, la plénière doit mettre face à face les participants au dialogue. On va écouter monsieur le ministre. On va écouter monsieur Alassane Condé. Monsieur Alassane Condé, monsieur Aboubacar Sylla a un courrier où il demandait 3 facilitateurs que le Premier ministre a accepté, sauf que vous avez proposé 4. Écoutez, monsieur Boubacar, il a peut-être la mémoire courte. M. Boubacar Sylla a donné un facilitateur international. Il ne voulait pas de facilitateur guinéen. Maintenant, moi j'ai reçu un courrier dans lequel on me parle du docteur Salifou Sylla, qui est le facilitateur guinéen choisi par l'opposition. Tant mieux, nous on était heureux qu'il y ait un Guinéen enfin. Donc, si M. Boubacar Sylla sait bien faire son calcul, le facilitateur international qu'ils ont demandé, plus le facilitateur national, ça fait quand même 2. Donc il ne faut pas penser. Et puis, moi je pense que c'est des détails. Si vous venez autour de la table, même s'il faut réduire toute l'équipe à une seule personne, tout est possible. Rien n'est exclu. Mais quand vous dites comme ça, vous avez 2 facilitateurs, bon, écoutez, l'État n'est pas l'alter ego de l'opposition, d'une part. Et d'autre part, si vous le demandez respectivement autour de la table, on discute vraiment, je pense qu'il était possible que M. Boubacar Sylla et ses camarades restent autour de la table et qu'ils posent le problème et non parler, claquer la porte et sortir. Ce n'est pas de bonne manière. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous convenez qu'il y avait déjà un accord sur le cadre restreint donc, de concertation? Mais absolument. Mais ce n'est pas exclu. Hier, c'était une plénière. Normalement, c'est que le Premier ministre avait, je crois qu'il est parti à une maison mortuaire, la BNDC hier. Oui. Il n'a pas pu venir. Sans quoi, le Premier ministre devait venir pour la plénière. Et dès après la plénière, c'était peut-être quelques minutes, tout de suite, les facilitateurs devaient se retrouver avec l'ADP. Les autres partis, on devait les remercier et peut-être leur donner notre calendrier. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication? Dès qu'on a fini de présenter les facilitateurs, ils se sont levés, ils sont partis. Oui. Vous pensez qu'on n'a même pas eu le temps de leur dire que ça, ce n'est pas le dialogue restreint, ça, c'était la plénière. C'était tout. Monsieur Aboubacar Sylla. Écoutez, ça fait beaucoup de plénières. Le vendredi dernier, il y a eu encore une plénière. On nous a accusés de ne pas avoir participé à cette plénière parce que nous avions reçu tardivement le courrier. Le soir, nous étions encore là à 15h pour parler avec vous dans le cadre d'une autre session. Le lundi, nous revenons, c'est encore soi-disant une plénière. Nous trouvons la salle archi-comble et on ne nous dit pas que ceci... Vous avez fait un discours introductif, monsieur le ministre. Vous n'avez pas dit ce que vous venez de dire là. Vous avez simplement dit que voilà, le cadre de concertation est là, les facilitateurs sont là, il faut passer au travail. Et ce que vous venez de dire là tout de suite est encore pour moi extrêmement grave. Vous avez modifié toute l'architecture de ce dialogue-là par les propos que vous venez de tenir. Parce que vous voulez nous faire comprendre que maintenant, il ne s'agira pas d'un dialogue opposition-gouvernement, mais d'un dialogue que les facilitateurs vont à tour de rôle engagés avec tous les partis politiques. Les grandes gueules. Reste maintenu entre l'opposition et le gouvernement. Il reste maintenu.
Voilà. Aucun problème, il n'y a pas eu de changement. Monsieur, Une dernière question sur la Commission électorale nationale indépendante, monsieur le ministre de l'administration. On a l'impression que, il se dit que c'est vous qui avez jeté le pavé dans la mare en ordonnant à la CENI de reprendre ses activités alors que le dialogue doit plancher, notamment sur la question de l'opération électorale, monsieur le ministre. Écoutez, la CENI est indépendante. Moi, je n'ai donné aucun ordre à la CENI. Quand je l'ai appris hier, il y a monsieur Tal, je crois il s'appelle. Quand il me l'a dit, j'ai essayé d'avoir le préfet de Dingirai pour savoir si c'est vrai qu'on leur a donné l'ordre. Moi, je sais que le président de la CENI avait demandé d'arrêter jusqu'au 21. C'est vrai que le président de la CENI peut-être aurait dû passer à la télévision, demander le report du commencement. C'est possible. Mais je n'ai donné aucun ordre à un préfet. Et si vous téléphonez au préfet au hasard, aucun ne vous dira que c'est le ministre de l'administration du... D'abord, je ne savais pas s'ils avaient repris. Pour moi, le dialogue continue. Et c'est après, quand on va s'entendre sur quelque chose, ils vont reprendre leur travail. C'est ce qui avait été dit par le président de la CENI. Évidemment, il avait mis ça jusqu'au 21, mais rien ne l'empêchait de continuer. Ça, ce n'est pas le ministre de l'administration du territoire qui décide, c'est le président de la CENI. Monsieur Alassane Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. En tout cas, nous, on était très heureux de vous avoir ce matin dans notre émission. Merci bien. Merci, au revoir. Voilà, rapidement, monsieur Abouakar Silla, on est très très pris par le temps. Une dernière chose à rajouter pour qu'on puisse rendre l'antenne. Non, je veux juste, qu'est-ce que vous comprenez par là? Monsieur le ministre dit que cela n'a rien à voir avec le cadre de concertation restreint, donc il reste, valable que vous devrez vous concerter avec le gouvernement. Écoutez, nous ne recherchons qu'un dialogue, mais un dialogue structuré, organisé, serein, qui mette face à face les protagonistes que sont le gouvernement et son opposition. Oui, ce cadre-là existe selon M. Condé. Effectivement, si le cadre de concertation que nous avons toujours réclamé et qui nous a été accordé en théorie par le gouvernement est remis en place, face à face, le gouvernement et son opposition avec le comité de facilitateurs. Deuxièmement, si le comité de facilitation est ramené à 3, ou si tout au moins un dialogue, un minimum de concertation est initié pour que nous puissions arriver à nous mettre d'accord une fois de nouveau sur le nombre de membres du comité de facilitation, bien qu'il y ait déjà eu un accord sur le sujet. Si la facilitation internationale est confirmée par l'Organisation des Nations Unies, si la CENI gèle effectivement ses activités pendant la période de dialogue, et si on envisage une mesure d'élargissement de tous ces détenus depuis un mois dans les prisons guinéennes des suites de notre manifestation du 27 février, je vous assure, le lendemain, on sera au grand complet au Palais du Peuple pour engager ce dialogue. Avant d'aller à une rencontre, on vous dit toujours pourquoi est-ce que vous partez. Alors qu'est-ce qu'on vous a dit hier? C'était pour une plénière dans le courrier qu'on vous a adressé ou c'était dans le cadre de concertation? On nous a dit que c'est une réunion, ce qui est écrit dans le courrier du ministre de l'Administration du Territoire, c'est une réunion du cadre de dialogue. C'est pour vous dire que tout ça, c'est touffu de non-dits, de contradictions. C'est un jeu de mots. Mais une réunion du cadre de concertation, est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en sortant de la salle? Justement, le cadre de concertation, c'est quoi? Le cadre de concertation, c'est le gouvernement, l'opposition et les facilitateurs. C'est ça le cadre de concertation. Bien. Monsieur Abouakar Silla, on est très pris par le temps. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. À l'ère du changement, Radio Espace ose dénoncer la malgouvernance à travers les grandes gueules. Piloté par Lamine Guérassi, Ibrahim Abantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo et Ahmed Kamara. Tous les jours de 9h à 10h. Radio Espace. Le dialogue politique en Guinée, on en parle. L'opposition a boudé la séance lundi dernier, dénonçant un forum de partis politiques. Le collectif l'ADP, le CDR et le FDP disent vouloir discuter avec le gouvernement guinéen et rien qu'avec lui. Cette attitude a suscité beaucoup de réactions dans le camp en face. Que pense le centre qui a pris part à la plénière de lundi? C'est la question qu'on se pose. Et dans ce studio, nous avons monsieur Jean-Marie Doré. Il est le président de l'UPG. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Ce n'est pas votre premier passage dans ce studio. Merci. Voilà, monsieur Jean-Marie Doré, vous étiez donc au Palais du Peuple lundi et nous avons assisté à ce scénario. L'opposition a claqué la porte et dit assister à un forum donc de partis politiques qui n'ont pas le cadre qu'elle avait souhaité. Alors, à votre avis, est-ce que aujourd'hui l'opposition a les raisons de demander une discussion entre elle seulement et le gouvernement? Non, je ne suis pas de l'opposition pour lire dans la tête de ce groupe. Voilà. Mais comme j'étais dans la salle, je crois devoir vous apporter plus de précision que le fait que dans la déclaration de M. Boubacar Silla, il fait référence au forum des partis
Mais ce n'est pas la raison fondamentale. La raison fondamentale tient au mode de désignation des facilitateurs, tient à la non-application d'un certain nombre d'engagements qui auraient été conclus entre l'opposition et le Premier ministre. Et arrivé dans la salle, non seulement le Premier ministre n'y était pas pour diriger la plénière, mais il semblait, du point de vue de l'opposition, d'après ce que j'ai entendu et constaté, qu'aucun de ces points convenus avec le Premier ministre ne semblait, n'est-ce pas, être pris en compte. Et en plus de cela, il y avait dans la salle une mosaïque de partis politiques dont certains éléments parlaient très fort par rapport à ce qu'ils sont en réalité. Alors c'est pourquoi, après leur déclaration, ils sont partis. Et je ne dis pas que j'approuve ou que je désapprouve. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un arbitre. Mais vous avez une lecture à faire, au moins. Non, vous savez, il faut éviter de porter des jugements de valeur sur les autres. Tout à fait. Parce que chacun a son parti, chacun a sa méthode, et vous ne pouvez prendre que acte de ce que dit l'autre ou de ce que fait l'autre. Vous n'avez pas le droit, d'après mon cours de morale en politique, de porter un jugement de valeur sur ce que dit quelqu'un au nom de ses mandataires. Alors, honorable, vous ne pensez pas qu'il y a un certain revirement de la part du pouvoir en place et qu'on n'ait pas respecté le petit consensus autour duquel le cas devait se tenir? Vous posez un problème de philosophie politique. Il y a des accords qui ont été signés dans le cadre desquels la transition a été organisée. On aurait dû suivre strictement le champ de ces accords. Pour ce qui concerne le gouvernement actuellement en place, il aurait dû organiser les élections législatives dans les 6 mois qui suivaient la prestation de serment du nouveau président. Comme vous savez en droit, tant que le président de la République élu n'a pas prêté serment, il n'est pas président de la République. Même si certains tentent de s'en affranchir. Donc, à ce départ à aujourd'hui, les élections législatives ne sont pas organisées pour des raisons que le président explique ou a tenté d'expliquer au début en disant qu'il veut faire un recensement général de la population pour que les Guinéens qui n'ont pas de carte d'identité puissent en disposer sans en être pénalisés. Est-ce que vous pensez que c'est un argument valable? C'est lui, le président de la République. Oui, vous avez au moins de tout compte fait. Non, mon problème n'est pas de savoir si c'est valable ou non. Tout ça est un peu derrière nous, honorable. J'arrive. Mais pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, il faut savoir d'où nous sommes partis. D'accord. Si nous parlons comme ça, celui qui nous prend en cours de route ne comprendra rien de ce que nous disons. La question pour moi n'est pas de porter un jugement de valeur sur ce que dit le président, mais ce que je juge, c'est que c'est décalé par rapport à l'engagement pris de faire les élections dans les 6 mois. Et pour faire les élections dans les 6 mois, il fallait le même fichier. Mais vous savez, ça c'est des principes énoncés. Il était possible que le fichier demandait à être aménagé. C'est pourquoi le législateur a prévu qu'il faut le réviser entre 2 élections. La révision consiste en quoi? Banalement, à biffer le nom des morts, à réadapter ceux qui se sont déplacés, qui ne pourront pas être à leur ancien domicile le jour des élections. Donc il y a une procédure pour être inscrit à leur niveau de résidence et de mettre les jeunes gens sur le fichier lorsqu'ils n'avaient pas 18 ans, et ceux qui avaient 17 ans il y a 1 an, pour qu'ils puissent voter. C'était aussi simple que ça. Alors, d'après mon intime conviction, ce n'était pas nécessaire de recruter un nouvel opérateur. Je ne crois pas que c'était nécessaire. Et ensuite, ce que l'on veut obtenir par le changement d'opérateur de saisie, mais on l'a à l'Assemblée. Parce que ce que je n'accepte pas, ce que je n'ai jamais accepté, ce que je n'accepterai jamais, c'est qu'on doute du patriotisme des Guinéens. Ils ont montré dans le temps qu'ils sont capables, au-delà de leur propension comme des Grecs, à débattre toujours, à s'unir lorsque le péril est imminent. Vous comprenez? Donc je pense que, compte tenu de la misère galopante ou rampante, ça dépend de votre vision des problèmes dans laquelle végètent aujourd'hui nos populations, il faut dépasser les petits calculs mesquins pour mettre la Guinée en voie de compétir avec les pays voisins, avec ceux qui ont les mêmes possibilités de ressources minières que nous, et pour que vraiment
nous puissions regarder nos populations les yeux dans les yeux sans ressentir un certain sentiment de culpabilité, puisque nous mangeons à notre faim. Nous avons des véhicules. On a besoin aussi de le faire, de manger à notre faim. Mais est-ce que vous pensez que vous avez un interlocuteur qui joue franc jeu? Parce qu'en face de vous, vous n'avez pas cette impression que quand on décide d'une chose aujourd'hui et que demain, il y a un changement de manteau directement, c'est un peu cela le problème de notre pays honorable. Oui, je ne suis pas opposant au sens où on l'entend dans l'espace politique guinéen, mais je pense que quelqu'un qui gouverne ne peut pas raisonner aussi logiquement que celui qui n'a pas la main à la pâte. Mais ce qui importe pour le citoyen, c'est de voir un cheminement régulier. Vous comprenez? Donc, c'est possible que M. Alpha Condé ait des difficultés quelque part, mais pour qu'on soit solidaire de lui, il faut qu'il le dise. Vous comprenez? Et on ne peut pas deviner quels sont les problèmes du président qui l'amènent à ne pas tenir ses engagements. Mais je suppose, parce que je n'ai pas été président, mais j'étais un premier ministre, n'est-ce pas, et chef de gouvernement. Souvent, on est calé quelque part où on ne s'attendait pas, et alors on donne l'impression de reculer par rapport à ses engagements. Mais ici, le problème est très grave. Il s'agit de doter la Guinée de l'autre dimension qui fait que nous sommes en République. Et ça, on est en train de jouer sur ça. C'est très dangereux parce que personne ne connaît l'avenir. Honorable Jean-Marie Doré, hier on posait la question à M. Alassane Condé par rapport un peu au choix, parce que le président a porté un choix sur le Premier ministre pour lui confier la tâche de gérer cette situation. Oui. Mais hier, M. Alassane Condé disait que le Premier ministre, malgré que le président lui ait délégué cette partie de son pouvoir, si vous voulez bien, que non, le Premier ministre reste chef de gouvernement, mais c'est lui qui coordonne ce dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous, si vous étiez Premier ministre et que ce soit vous qui avez été désigné pour le faire, ça allait être votre ministre de l'administration qui allait s'accaparer de ce sujet? Tout dépend du cadre dans lequel le chef de l'État a désigné les uns et les autres. Il se peut que quelque part, le président de la République ait dit une chose qui n'est pas apparue en public. Parce que, vous comprenez, moi je suis très prudent. Parce que Alassane mais prenons ce qui est là en public. Alassane Condé est un garçon qui a la tête bien sur ses épaules. Le Premier ministre Saïd Fofana aussi est un garçon qui a la tête bien sur les épaules. S'ils ont reçu le même ordre et qu'à l'application, il y a des dissonances, il faut interroger le chef de l'État. Parce que ça sonne mal que les deux principales têtes de l'État, parce qu'il faut le dire, le Premier ministre, le chef de gouvernement, mais le ministre de l'administration du territoire, est un homme puissant. D'accord. Parce qu'il gère les gouverneurs, il gère les préfets, les sous-préfets, les maires, les présidents de district. Vous comprenez? Et donc, il est même plus puissant que le ministre de la Défense. Vous comprenez? Bien. Parce que puisque le gouverneur a la main, la haute main sur l'armée en cas de péril. Vous comprenez? Donc, le ministre de l'administration du territoire n'est pas n'importe qui. Bien. Donc, pour que il cette se sent dissonance... de son pouvoir, là. Oui, je ne sais. Il faut aller plus loin que les apparences. Pourquoi cette dissonance? Le président n'a jamais rien dit. Parce que si moi j'étais chef de l'État, je n'accepterai pas que mes ordres soient déviés, soient biaisés. Donc c'est au président qu'il faut poser cette question-là. Allez l'interroger. Sauf qu'il n'accepte pas de parler à la presse guinéenne. Alors justement, il faut forcer la porte. Parce que nous sommes en démocratie. Alors justement, sur les revendications du collectif et de l'ADP, il y a le vote des Guinéens de l'étranger. Vous avez demandé à ce que ces revendications-là soient mises de côté pour qu'on puisse avancer. Pour quelle raison? Vous savez, ça fait maintenant combien? 2 ans et demi, je crois. Bientôt 3 ans. 3 ans qu'on tourne en rond. Or, il faut obligatoirement qu'il y ait un Parlement. Un Parlement légitime. Parce qu'il ne suffit pas de proclamer des résultats pour que ce soit légal. Il faut qu'il soit légitime. Il faut qu'il soit vraiment l'expression authentique à quelques détails près de la majorité des Guinéens qui envoient leurs représentants à l'Assemblée nationale. Or, on tourne en rond autour de 2 points essentiels. Au-delà du problème de la CENI, la CENI est un organe d'exécution. Il n'a pas d'initiative importante. On lui dit de faire ça, il va faire. N'est-ce pas? Si c'est le consensus national. Mais le problème de fond, c'est l'opérateur de saisie, d'une part, parce que si l'opérateur de saisie est mauvais, tout ce que je dis, la légitimité du Parlement ne sera pas dans les faits. Parce que on va déporter les électeurs d'une circonscription à une autre, n'est-ce pas,
pour affaiblir le parti qui est fort dans cette préfecture. Et vous savez, nous allons avoir à l'Assemblée nationale des députés qui ne sont pas représentatifs de la majorité de notre peuple. D'une part. D'autre part, il y a les Guinéens de l'extérieur qui doivent participer aux élections nationales. Je crois que la dernière fois, on en a parlé ici. Et pour les présidentielles, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de problème. Pour le référendum, il n'y a pas de problème. Même pour l'Assemblée nationale, vous avez 2 élections. Vous avez la liste nationale à la proportionnelle et le scrutin uninominal à un tour. Les Guinéens de l'extérieur ne peuvent pas voter pour le scrutin uninominal à un tour parce qu'ils ne connaissent pas les candidats. Ils ne connaissent pas tous les candidats. Donc, ça ne serait pas correct de demander à quelqu'un de voter pour X. Il faut voter pour M. Mamadou Silla ou pour M. Bailo Diallo ou pour M. Nyakwe. Vous comprenez? Donc, les Guinéens, où qu'ils soient, en théorie, devraient participer au vote. Mais il se trouve que, dans les faits, la Guinée n'est pas outillée pour que partout où se trouvent les Guinéens, ils puissent voter. D'accord. Alors, il y a des pays où nous n'avons ni ambassade, ni consulat, où on ne pourrait pas voter dans ces pays-là. C'est pourquoi ça fait l'objet d'un grand débat au temps du président Conté. Et à notre tête, il y avait le RPG qui était le porte-parole, qui avait exigé que dans les 134 pays recensés, les Guinéens qui y vivent devaient participer au vote. Mais il y avait des problèmes de finances et l'argument que je viens de développer, qui nous ont amenés à conclure un accord qu'on vote dans 17 pays, dont les États-Unis, le Canada, la France, etc., plus les pays qui nous entourent, y compris l'Angola. À l'application, le président de la République dit non. Or, c'est un problème légal. L'actuel président de la République. L'actuel président de la République dit non, que les Guinéens de l'extérieur n'ont jamais voté. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que, quelles que soient les difficultés d'un engagement qu'on a pris, il a compté à deux. Je dis que je ne suis pas d'accord. Mais il tient, il dit non. L'opposition dit oui. Donc, quelque part, il faut en sortir. Puis, il y a une autre nécessité plus forte, c'est que les institutions soient en équilibre. Alors, je dis, pour ne pas rester dans cette situation, par rapport aux élections qui viennent, je supplie l'opposition de renoncer à la revendication concernant les Guinéens de l'extérieur et d'exiger que Wemback, n'est-ce pas, disparaisse du paysage audiovisuel. Ce qui veut dire qu'on fende la poire en deux. Alors, voilà. Alors, honorable, on le sait très bien, vous l'avez signalé, hein, on n'a pas d'Assemblée nationale, ce qui est très grave et nous jouons quelque chose qui n'est pas du tout bien. Alors, mais vous signalez que quand vous étiez Premier ministre, vous avez parfois rencontré des problèmes auxquels vous attendez pas du tout. Oui. Alors, selon vous, avec l'expérience que vous avez, ancien Premier ministre, homme politique depuis pas mal de temps, finalement, selon vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président de la République de prendre réellement certaines décisions? D'après moi, quand j'analyse la situation institutionnelle, politique, économique, surtout sociale, qui est la résultante de tout ce que j'ai cité plus haut, et je ne vois aucune raison majeure, significative et signifiante qui empêcherait le président de la République de céder sur l'affaire de Wemback. Oui. Si on a dépensé de l'argent pour recruter Wemback, pour la paix de la Guinée, on peut laisser cet argent à Wemback. Je crois que le peuple de Guinée ne mourra pas parce qu'on a perdu 16 millions de dollars. Ou alors... Même si officiellement, honorable, le gouvernement n'a pas dit que cet opérateur est venu parce que à travers un appel d'offres ou de l'argent qui a été déboursé au niveau du trésor public. Officiellement, ce langage n'est pas reconnu par tout le monde au sein du gouvernement. Mais on gère la réalité. La réalité, c'est que le gouvernement a recruté Wemback, a pris d'argent. Vous comprenez? Et c'est l'argent guinéen. Et donc, on ne va pas rester à tourner autour de cela. On peut alors, à défaut de faire partir Wemback en Afrique du Sud, on lui donne de faire le fichier de la fonction publique, qui ne pose pas de problème. Tout à fait. Ou le recrutement en général de la population avec le ministère de... C'est la troisième fois que je fais cette proposition au cours de nos débats. Quelque part, je suis comme vous. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre au même niveau l'intérêt de la Guinée avec l'intérêt d'une entreprise commerciale. Jamais. Pensez-vous que ce soit seulement... Moïse, s'il vous plaît, on va juste partir avec une petite pause honorable et on se retrouve juste après, s'il vous plaît. Orange, numéro 1 en couverture réseau. Appelez vos proches dans plus de 200 localités en Guinée. Orange vous offre l'heure. Radio Espace. Radio Espace. Il est 10h.
plus y a des radios. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Sur 3 sujets, on est sur le tout dernier et nous avons en studio l'honorable Jean-Marie Doré, président de l'UPG. On parle du dialogue politique en Guinée. Vous vous souvenez bien, l'opposition a boudé la séance de lundi dernier. C'était au Palais du Peuple. Il dénonce un forum de partis politiques. Le collectif, l'ADP, le CDR et le FDP disent vouloir discuter avec le gouvernement et rien qu'avec lui. Cette attitude a suscité beaucoup de réactions dans les camps en face. Que pense le centre qui a pris part à la plénière de ce lundi? C'est la question qu'on a posée. Et pour répondre, on a l'honorable Jean-Marie Doré, président de l'UPG, Moïse. Alors donc je disais avant la pause que, honorable, vous pensez que la venue de Wemak en Guinée, il y a seulement qu'une transaction financière? Vous ne pensez pas que c'est un peu superficiel? En dessous, il n'y a pas des non-dits? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un calcul politique derrière tout cela? Je juge le dit, je ne dis pas le non-dit. Et c'est probablement qu'il y a des calculs politiques. Mais qu'est-ce que sont ces calculs politiques par rapport à l'avenir de la Guinée? C'est pourquoi moi, je ne veux pas juger de ce qui est en dessous, de ce qui est caché, de ce qu'on ne veut pas révéler, mais je juge de ce qu'il faut faire pour éviter la descente de la Guinée aux enfers. Et si on aime la Guinée, si on est un patriote, si on tient à ce que notre fierté s'exprime sur dans l'espace mondial, dans l'espace africain, il faut éviter certaines mesquineries qui vont nous faire reculer par rapport à la fierté nationale, par rapport à l'exigence de développement de notre pays, par rapport à cette jeunesse, n'est-ce pas, qui est de plus en plus nombreuse dans les écoles et qui va sortir un jour avec des diplômes sans qu'on ait des infrastructures, n'est-ce pas, pour les accueillir. Et ça, c'est plus grave, n'est-ce pas, que d'avoir une pléthore de députés à l'Assemblée nationale. Oui. Honorable, est-ce que vous avez porté votre proposition auprès des partis concernés, c'est-à-dire de fendre la poire en deux? Non, j'ai fait une déclaration et je vais aujourd'hui écrire au gouvernement, je vais écrire aux partis politiques de l'opposition. Il faut bien préciser, pas la classe politique, à l'opposition. C'est l'opposition qui a formulé des revendications. Et c'est le gouvernement qui a réagi à ces revendications de la manière négative que l'on sait et qui pose problème aujourd'hui. Donc, c'est aux deux que je vais écrire, parce que vous savez, quand on parle des partis, les gens n'aiment pas le langage codé inutilement. Vous avez aujourd'hui, dans l'espace politique guinéen, vous avez le RPG, vous avez l'UFDG, l'UPG, l'UFR, le PDN, puis dans une certaine mesure, quelques 5 autres partis. C'est cela qu'il faut écouter parce qu'ils sont représentatifs de proportions importantes de notre pays. Mais ceux qui viennent encombrer les salles de réunion, qui crient, et certains disent on verra ce qu'on va voir, etc. C'est pas vrai, c'est faux. Et je reproche vigoureusement au ministre de l'administration du territoire d'avoir distribué des agréments en violation frontale de la charte des partis. Parce que, je vous le répète encore ici, la charte des partis impose que pour reconnaître un parti, pour l'agréer, il faut que l'acte de fondation soit signé par au moins 8 personnes résidant dans chacune des régions naturelles. C'est obligatoire. Il faut avoir au Fouta 8 personnes qui sont domiciliées, qui sont des notables connus, et notabilité économique, intellectuelle ou etc., ou religieuse. La même chose en Haute-Guinée, la même chose en forêt, la même chose ici. Mais des gens restent aux États-Unis ou au Mozambique ou je sais pas quoi, à Nauru, n'est-ce pas, dans les îles là-bas. Monsieur le ministre, j'ai créé un parti qui s'appelle X, donnez-moi l'agrément. Et on lui envoie l'agrément par lettre recommandée ou par Internet. C'est pas normal. Ça, c'est une violation de la loi. Bien. Il faut que le ministre, n'est-ce pas, retire ces agréments qui ont pour effet pervers d'encombrer inutilement le débat. Honorable Jean-Marie Doré, l'opposition également reproche au gouvernement le cas d'avoir donné 2 facilitateurs, un facilitateur et un co-facilitateur, alors qu'il s'attendait à un seul, à ce que le gouvernement désigne une et une seule personne. Là, c'est un peu confus. Ils ont parlé de facilitateurs, ils n'avaient pas déterminé le nombre.
l'opposition s'est trouvée dans la salle face à M. Ouressi Condé et à M. Aboubakar Sompalé. Et puis, le facilitateur international, l'excellent général Lamine Cissé, qui est en Guinée depuis 3 ans pour la réforme de l'armée. Bien. Et donc, constatant cela, le représentant de l'opposition a dit qu'il ne pouvait pas discuter dans un cadre de déséquilibre qu'on lui propose. Est-ce qu'on va voter? Est-ce que, même si on ne vote pas, est-ce que 2 opinions contre une ne crée pas déjà une situation de déséquilibre? Oui, de confusion, n'est-ce pas? Je crois que c'est de confusion. Alors, donc, ils ont dit cela. Mais tout ça, ce n'est rien à côté de ce qu'il faut éradiquer, la source de la contestation. C'est-à-dire, en attendant que l'on puisse prendre des dispositions claires, dans un débat clair et dans un cadre légitime, je dis aux uns et aux autres de faire un pas à l'égard de chaque groupe. L'opposition n'a qu'à renoncer au vote des Guinéens de l'étranger pour ces élections-ci, puisque c'est un droit. Mais ce droit ne peut pas prévaloir sur la paix civile. C'est pas sur l'avenir de la Guinée, sur la paix civile en Guinée, sur l'exigence qui s'impose au gouvernement de rendre le peuple de Guinée heureux. Mais si en plus de matériel et moral, aujourd'hui, sa perte de repères, il faut encore se battre pour une société sud-africaine. Nous aimons beaucoup l'Afrique du Sud. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'aime pas l'Afrique du Sud, qui n'admire pas M. Jacob Zuma. Il n'y en a pas. Moi, je le considère comme un modèle. Mais c'est un modèle sud-africain, il tire pour Weimar. C'est ça. Il nous reste 60 secondes. Abdourahmane Diallo a une dernière question. Alors, certainement, on reconnaît que vous êtes le doyen de la classe politique. Bah Fischer demande à ce que vous preniez votre retraite politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez songé à prendre une retraite politique? Qui s'appelle Bah Fischer? Du PNR. C'est quoi? Le président du PNR, le Parti National du Renouveau. Parti comment? National du Renouveau. Vous avez appris quand même sur certaines ondes qu'on demande votre retraite politique. Vous êtes, non, c'est vous qui m'apprenez ça. Parce que alors, il nous reste 40 secondes. Je ne peux pas répondre à M. Bah Fischer que je ne connais pas. Bien. S'il avait des propositions concrètes, il viendrait débattre avec moi. Je n'ai pas lu dans la Constitution ni dans le Code électoral que j'avais l'obligation de prendre la retraite en même temps que mon ami Alpha Condé, qui est le même âge que moi. Et je ne vois pas pourquoi il va demander à Alpha Condé de renoncer à son mandat de président de la République et à M. Doré de prendre sa retraite. Donc, voilà, on est vraiment... M. Bah Fischer prend des lourdes responsabilités en voulant engager un débat dans lequel il risque d'être écrasé et noyé. C'est clair. Monsieur honorable Jean-Marie Doré, président de l'UPG, en tout cas, il vous le souligne, il n'est pas prêt à prendre sa retraite et malgré tout, il n'est pas prêt déjà à répondre. Honorable, franchement, on est très pris par le temps. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. À l'ère du changement, Radio Espace ose dénoncer la malgouvernance à travers les grandes gueules. Piloté par Lamine Guérassi, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo et Ahmed Kamara. Tous les jours de 9h à 10h. Radio Espace.